Je m'appelle Leïla Slimani, je suis journaliste et écrivain et j'habite à Paris. Paris, c'est la ville où je suis venue m'installer toute seule, donc sans parents, sans personne. Donc c'était à la fois la solitude, mais surtout la liberté. À Oran, je suis généralement chez moi dans la maison. Je sors très peu de la maison. À Paris, je ne vis pas ici. Mais parfois, j'ai du temps libre et c'est du temps qui est vraiment libre. J'ai l'impression de retrouver mon corps et donc de pouvoir faire ce que je veux de mon temps. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de violence dans l'air, il n'y a pas de poids à porter sur le dos. Ah, Leïla Slimani, je l'aime beaucoup parce que je l'ai rencontrée, ça fait deux fois, je pense. Et j'aime son caractère, elle est très combative. Elle a beaucoup de courage d'évoquer la question centrale de la sexualité aussi. Ça, il faut le faire, il faut oser le faire. Le prix Goncourt 2016 a été attribué au premier tour de scrutin à Chanson douce de Leïla Slimani. Je suis très heureuse, très honorée, très émue. Ah, je tremble, hein. Je suis en train de voir, j'ai l'impression d'être dans un film, j'ai l'impression que c'est Non, c'est la vérité. Kamel Daoud, en fait, nos premiers livres sont sortis la même année. En 2014, il a sorti son premier roman et j'ai sorti mon premier roman. Donc on avait beaucoup de liens communs parce qu'on avait chacun un premier roman, on était chacun originaires du Maghreb et donc ça a créé tout de suite un lien assez fort entre nous. Après les recueils, La fable du nain et La préface du nègre, vous publiez en 2013 votre premier roman, Meursault contre-enquête, dont le narrateur est le frère de l'arabe dans L'étranger d'Albert Camus. Ça vous vaut le prix Goncourt du premier roman et quelques mois plus tôt, une fatwa sur Facebook par un imam salafiste qui sera condamné à 6 mois de prison. On retrouve une tribune proche de celle intitulée Cologne, lieu de fantasme imprimée dans Le Monde il y a un an. Un papier dans lequel vous tissiez le lien entre les agressions sexuelles du Nouvel An en Allemagne et le profond sexisme du monde arabo-musulman. Un article qui avait provoqué une réponse cinglante d'une vingtaine d'historiens et de sociologues vous accusant de véhiculer les clichés islamophobes les plus éculés. Kamel Daoud a été attaqué sur une tribune qu'il avait écrite sur la misère sexuelle, en expliquant aussi que ce qui s'était passé à Cologne, en Allemagne, au moment du Nouvel An, était dû aussi à la misère sexuelle des migrants et au rapport que les migrants originaires de pays musulmans ont avec le corps, et de manière générale avec le corps de la femme, et en particulier de la femme occidentale. Et j'ai trouvé que la façon dont il a été attaqué était très injuste, donc j'avais envie de lui dire que j'étais solidaire de ce qu'il disait, et que je pense que ce qu'il dit est très important et qu'il faut en parler. Mais tu m'as l'air de lire un bon livre, mon cher Kamel, ça va? Comment tu vas? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu es belle. Merci, écoute, regarde, on est à Sorcier, on n'a même pas fait exprès. Tous les Maghrébins se portent rouge. Ouais. Ça va? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va. On va jouer les Adam et Ève arabes. Voilà, exactement, on va tout recommencer depuis le début. Exact. Ça va, tu vas bien? Bah oui, tout le monde me demande, tu dois être habitué à cette chaleur, mais pas du tout, c'est pas parce que... Non, mais je leur dis à chaque fois que Oran, c'est beaucoup plus frais. Mais moi aussi, je viens de la côte atlantique, moi il fait pas aussi chaud qu'ici. Bah écoute, je vois que tu travailles. Je rejoue le... Tu as travaillé le sujet. Bah, on était là avec les nounous tout à l'heure au parc, tu sais, juste à côté. Il y a des nounous avec les enfants qui jouaient. On était en plein dans Je crois que c'est la plus belle scène de... Enfin, c'est la plus belle scène de psychologie de groupe dans ton livre. C'est quand tu décris ce peuple
Le peuple du square. du square. Mais ça, j'ai trouvé extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Mais moi, quand je me suis installée à Paris, tu sais, j'habitais avenue de l'Observatoire, juste là, à côté du Luxembourg. C'est un quartier hyper chic et j'habitais dans un foyer de jeunes filles avec un patron de foyer qui était très raciste et qui me disait toujours « Ah, moi, je vais vous apprendre la propreté » parce qu'il pensait forcément que comme j'étais maghrébine, tu vois, je connaissais pas la propreté. Voilà. Et puis, il fallait être dimanche, il fallait aller prier et tout. Enfin, bref. Et donc, je venais tout le temps me réfugier ici. Le jardin, c'était l'endroit pour lire, pour être libre, pour être tranquille et puis pour faire des rencontres. Tu rencontres beaucoup de gens, les gens viennent te parler facilement. Tu savoures quelque chose qui est très rare de l'autre côté, c'est être oisif. Ah bah, bien Mais sûr. sans culpabilité. Oui, c'est ça. Un jour, je suis allée voir un copain à moi et puis qui me dit c'est quand même incroyable. C'était pour mon premier roman en 2014. Il me dit t'as beaucoup de médias et tout. Et c'est un copain qui est écrivain. Et puis je sentais qu'il était pas jaloux, mais qu'il se disait pourquoi est-ce que lui, qui est un homme blanc de 40 ans, il avait moins de médias. Et il me dit oui, mais toi en même temps, tu es l'arabe comme on l'aime. Et Oui, cette c'est phrase, exotique. je l'ai jamais oubliée. Et je me suis dit, ce qui était avant, finalement, un inconvénient, aujourd'hui, médiatiquement, je pourrais l'instrumentaliser. Sauf que j'essaye d'expliquer aux gens, mais moi, j'ai pas envie de l'instrumentaliser. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Bien On sûr. me pose toujours la question, mais M. Daoud, par rapport à la langue française et la colonisation, mais pourquoi vous me posez toujours des questions sur la colonisation? Moi, je suis un enfant de l'indépendance. Pourquoi vous avez besoin de moi comme juge Bien sur cette sûr. question-là? L'histoire a jugé, elle est finie. Et là, je suis en train de vous réclamer de me lire ou d'avoir une conversation saine. Non, mais on devrait toujours avoir un avis sur les sujets qui sont censés nous concerner. Moi, on me pose toujours une question sur le voile, sur ci, sur ça, comme si je D'accord. savais les choses. Oui. Je le sais pas forcément, j'ai Bien pas sûr. forcément d'expertise, j'ai pas forcément envie d'en parler quand je suis en train de présenter un roman sur les nounous. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Non. Et ça, c'est le sujet que j'ai envie d'écrire depuis longtemps, c'est la notion de traîtrise. Mais tu vois, on va écrire sur les mêmes sujets, je sens. Non, mais je te Bah, jure. bien sûr. Je me suis toujours posé la question sur le judas arabe. Moi, j'ai très envie d'écrire sur la traîtrise et sur l'imposture. Parce que, Posture, ok. tu sais- Je la laisse, moi je prends la traîtrise. Voilà, on va faire comme ça. I'll spend money and time, lose friends and cry. More than a motherless child, I will come downtown to you now, 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 downtown to you now, now, now. Bonjour. Ah, il fait bon là. Ah, on est bien là. Ah, bonjour. Je suis Mélanie, c'est moi qui vais vous conduire. D'accord, super. Très bien. Bon, Merci, on espère ne Mélanie. jamais descendre, mais allez-y lentement. On est très très bien là. Oh là là. Standing on your two knees, baby. Tell me what do you need? Stand up on your 2 feet, baby. That's how it's got to be. Écoute, moi j'ai une fille. Je ne peux pas accepter que ma fille d'abord soit traitée comme un être mineur. Je ne Elle veux a pas un qu'elle frère. soit... Exactement. Voilà. Tu sais, un Ça, jour, je te c'est raconte une terrible. anecdote. Elle était petite. Elle me dit, c'est vrai que les garçons sont mieux que les filles. Mais je te jure, ça c'est vrai. C'est pour ça que dans Meursault, j'avais mis la dédicace à Ida Iqbal, mes yeux ouverts. Et je lui dis, écoute, ça c'est toi et ça c'est ton frère. Est-ce que tu vois une différence? Elle a regardé, elle m'a dit non. Elle m'a dit, donc c'est bon. Je me suis dit, après elle me disait, quand son frère faisait des bêtises, elle me disait, mais ton aide gauche te fait pas mal un peu? Si, un petit peu. Donc il a fait ceci. Mais ça, l'éducation des garçons chez nous, ça, Oui. c'est une chose fondamentale. Les mères, au lieu d'apprendre à votre fille qu'elles sont des proies, apprenez à vos fils qu'ils ne sont pas des prédateurs. Au lieu de dire à votre fille de ne pas mettre une jupe, dites à vos garçons que c'est pas parce qu'une fille met une jupe qu'il faut lui parler comme à une prostituée. Mais Leïla, moi j'ai fait ce parcours. Je veux dire, et ça aussi c'est un parcours qui n'a pas été écrit par moi ou par d'autres. C'est comment se désaliéner par rapport à tout un conditionnement. Tu sais, il m'a fallu des années pour oublier des réflexes très primaires. Tu peux corriger ton comportement, mais il en restera toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire, je peux plaisanter, c'est-à-dire on dîne ensemble, mais pour ramasser la vaisselle, moi je reste assis. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais moi, par Ok, exemple, pardon. un jour, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, il y avait tout le monde, la famille. Je me suis dit, si je rentrais, que je m'asseyais sur le canapé, que j'allumais la télé et que je regardais mon mari, que je lui disais, qu'est-ce qu'on mange? Exactement. Mais je ne me verrais même pas le faire parce que C'est un je me suis rendu conditionnement. compte que je suis conditionnée et que ça me paraîtrait complètement malvenu de rentrer chez moi et le premier truc de m'asseoir alors que mon mari ou plein d'hommes que j'ai vus, ils rentrent à la maison, ils s'assoient, ils sont crevés, mais moi aussi je suis crevée, tu vois. One of these days, you
Bonjour. Qu'est-ce que vous aimeriez boire? Alors, qu'est-ce qu'il y a de frais, de pétillant? Perrier. Voilà, pareil. Donc tu as l'angoisse du deuxième roman quand même. Là, c'est la pression du deuxième roman. Ouais. Après Meursault, il y a eu tellement d'événements que ça m'a inhibé. J'ai perdu le naturel de l'écriture. Mais d'abord, Sûr. on est fatigué de soi. Et donc, en fait, les moments où on est tout seul avec soi-même, on n'a pas envie, on est dans un espèce de truc. Moi, c'est surtout ça, c'est que j'ai une fatigue de moi-même. Et parce que écrire, c'est aussi s'écouter. Et j'arrive plus à m'écouter. Parce que j'en peux plus de m'écouter. Et puis, tu sais, tu as toujours les journalistes qui, de manière un peu perverse, te disent à la fin de l'interview « Et alors, vous n'avez pas peur maintenant de ne plus jamais réussir à écrire ?» Et puis, tu réponds toujours avec le sourire « Non, pas du tout. » Non, moi je répondais autrement. Il me disait, mais le sujet du prochain roman, j'ai sur le vieil homme et la mer, mais vu par l'espadon, dans votre sens. Et j'ai fini par croire cette idée. Je me suis dit, je vais écrire un conte pour enfants. Je te jure, je suis en train de penser à écrire un conte pour enfants sur le vieil homme et la mer raconté par l'espadon. Mais c'est pas mal, ça. Un vrai conte écolo. Non, mais tu peux même créer une petite collection, parce que tu peux faire après une série, tu vois. Tu peux faire Ouais. Moby Dick raconté par la baleine, tu peux faire, tu vois, Ouais. avec plein d'animaux. Autant on emporte le vent, vu par la servante. Voilà. C'est bon. Comment tu l'as vécu, toi? D'abord, au tout début, quand tu pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça, quand Non, tu l'as jamais. sorti le livre. Moi, j'espérais 1500 exemplaires de vendus en Algérie, ce qui est énorme. Ils viennent d'éditer en collection de poche, ce qui en principe ne devait pas trop marcher. 6 mois, ils en étaient à 80 000 exemplaires pour poche. Comment tu l'as vécu? Au début, c'était magique. Aller débarquer aux États-Unis, par exemple, un pays très fermé, à autrui, et avoir son roman dans le top 10. Tu veux signer, et la voiture te débarque, et tu jettes un coup d'œil, il pleut, et tu vois une file d'attente de 200 personnes. Tu te rends compte. Et tu te dis, moi qui suis né dans un village en Oranie, etc., il y a 200 personnes qui attendent, tu as la salle camp dans l'université, c'est déstabilisant, vraiment déstabilisant. Et c'est pour ça que c'est une très belle aventure. Je pense que c'était vraiment un cadeau magnifique. Mais toi, la différence, c'est devenu une icône aussi. Toi, Oui, t'es mais- devenu une icône, et puis tes papiers très engagés et tout. Les gens ont découvert après que tu étais journaliste, tes chroniques. Oui, je sais. Ce que je me suis dit, j'ai participé à ouvrir une brèche. Et après, il y aura Mais d'autres. moi, je te il y l'ai a dit, d'autres, hein, il y et a moi, d'autres. vraiment, moi, je trouve ça important aussi d'être dans une transmission. Moi, tu m'as ouvert une brèche. Et je me suis dit, il a fait un pas. Moi, ton papier d'autres. sur Cologne, je me suis d'autres. dit, voilà, À tu as d'autres. depuis hyper longtemps envie d'écrire ce livre sur le sexe et le rapport à la sexualité. Bah, fais-le. Et là, je vais écrire une tribune dans 2 semaines, je pense. Je vais la publier sur comment on est en train de pourrir, de préparer des générations de guerre entre l'Algérie et le Maroc. Et ça me tue. Je te jure que ça me tue. Ça, c'est. C'est-à-dire, ils ont fermé les frontières. Donc maintenant, on a une génération qui ne connaît pas le Maroc et une génération de Marocains qui ne connaissent pas l'Algérie. Donc c'est des générations mûres pour des conflits. Et on est en train de faire monter le sentiment. Je peux en parler de mon côté. Je ne connais pas le Maroc, dans le sens. Enfin, je connais, mais j'ai envie de lancer un appel en Algérie. Franchement, j'ai envie de Mais le c'est faire. pour ça que je pense vraiment que ce texte qu'on pourrait écrire tous les deux montrerait aussi à quel point il y a beaucoup plus de points de convergence que de points Bah, de on le fait, dissonance. tu me et dis. on le fait. On le fait, il n'y a pas de souci. Tu vois, on peut même faire une correspondance, et ça peut être une correspondance, tu D'accord. vois, où on se raconte les choses. Je t'enverrai les lettres de Dostoevsky. Voilà. D'accord. Exactement. Ok, je le Et ferai. moi, je t'envoie les lettres de Virginia Woolf, parce que moi, Parfait. je suis une auteure anglaise du 19e siècle. Parfait, on le fait. Bah oui, on le fait. D'accord. Rivers of water from my eyes to my chin. No consolation I could find in your skin when you came in. Mais tu as aimé l'enfance? Oui, moi j'ai eu une belle enfance. Franchement. L'adolescence était malheureuse à cause des religions, de la sexualité, de la honte, des cachotteries, de la clandestinité. Mais l'enfance était magnifique. J'ai eu une enfance qui peut paraître vraiment kitsch. Mon grand-père était bûcheron et je vivais chez mes grands-parents. C'est aussi Ton simple grand-père que ça. était bûcheron. C'est aussi simple que ça. Chaque lundi, il m'attendait à la sortie de l'école avec tout ce qu'il faut pour aller couper du bois. Et j'étais heureux, franchement. En plus, j'ai eu cette chance de vivre chez mes grands-parents, d'être élevé par mes grands-parents. Tu vois, c'est une sorte d'autorité un peu bienveillante, Ouais, ouais. un peu moins... Qui est dans la tendresse, qui est dans... Oui, Oedipe est beaucoup plus sage. Donc c'était ça ce que j'avais vécu. Vraiment, j'ai aimé mon enfance. Et j'aime jusqu'à maintenant revenir au village et toucher les murs, toucher les endroits où j'ai été. Non, j'ai pas eu une enfance
malheureuse, à la cause. Mais c'est drôle ce que tu dis, l'adolescence, tu as mis tout de suite ça en rapport avec la cachotterie, le corps. La sexualité, la masturbation, le livre érotique, la découverte de la langue française. Parce que pour moi, c'est une langue que j'ai apprise quasiment en autodidacte. Oui, bien sûr, en lisant, j'avais lu. Tout simplement. Ouais. En lisant des petits morceaux érotiques. Ouais. Ce que Rousseau appelle les livres qu'on lit avec une seule main. J'adore l'expression. Elle est magnifique. Ah oui, c'est vrai. Et donc les femmes, c'était compliqué, c'était... Très compliqué. La première femme, c'était à la fac, peut-être à 21 ans. C'était la première fois. Je connaissais le détail du corps de la femme, mais vraiment, tous les mots qu'il fallait pour la décrire, mais je ne l'ai jamais touché. Son anatomie, mais pas son... Et jusqu'à maintenant, pour moi, des romans érotiques sont beaucoup plus excitants que... plutôt comme désir cérébral. Je suis très cérébral sur ça. Et la femme, c'était autre chose. Donc, pour moi, la langue française a un sexe. Franchement. Il est féminin. Très. Oui, pour moi aussi, la langue française est féminine. Ouais. Ouais. C'est vrai. Alors que la langue arabe, c'est une langue masculine pour moi. Je lui prête même pas de sexe. Dalija, en tout cas, la langue Dalija, dialectale, oui. et elle est clairement masculine. Elle est masculine, oui, c'est vrai. Par contre, l'arabe, pas de Dalija, mais l'arabe, c'est une langue, c'est ça son problème pour moi, enfin, c'est une langue asexuée. D'ailleurs, totalement asexuée, ce qui l'a tuée. Je ne dis pas qu'elle est comme ça, c'est justement qu'est-ce qu'on lui a fait dire, oui. comment on l'a idéologisé, politisé, etc. On l'a castrée. On l'a castrée, tout simplement. Alors qu'elle disait le sexe et le vin Bien sûr. d'une manière extraordinaire avant. Et là, on arrive, elle ne dit ni le vin, ni l'ivresse, ni l'orgasme. Tu te dis, mais ça sert à quoi une langue qui ne dit pas ça? Regarde les gens qui fument un joint, par exemple. En Algérie du moins, ils ont des mots très raffinés pour les États. Vraiment, ils décrivent les États quand tu prends un joint, c'est très raffiné, mais c'est un truc incroyable. C'est les 50 nuances, mais vraiment mot à mot. Mais pour le sexe, non, c'est 2 ou 3. Voilà. C'est très rapide, c'est puis on Il balle. n'y a pas les 50 nuances de sexe. Non. Ah voilà, moi je D'accord. me rappelle plus de la prochaine étape. C'est l'Institut du monde arabe, je sais pas. C'est là où on va rencontrer... qui on va rencontrer? Moi j'avais proposé l'ISLM, donc je Voilà, pense qu'il va être je là-bas. pense que c'est Tu le connais l'ISLM pas? qu'on rencontre là-bas. Non, je le connais pas. Tu vas voir. Ah ouais. T'as vu, je t'avais fait la... Salut. Bonjour. Lies. T'as Leïla. vu, je t'ai fait comme Macron avec Trump. Comment tu vas? Il faut lui serrer la main très très fort. Ça va après. Ça va? Et toi? À la Macron. À Macron. Ouais. Je Alors, passe on te de suit. manière. Moi, on m'a dit, ça se passe à la bibliothèque. D'accord. Et j'ai dit, je me permets, hein, Kamal, j'ai dit, c'est bien la première fois que Kamal me donne rendez-vous dans une bibliothèque. Bibliothèque. Alors Ah ça, bon? par contre, tout à l'heure, j'ai vu ça, celui-là, je le connais pas. Ça, Je suis venue dans la librairie, mais pas dans la truc que j'ai fait dans ma vie, oui. C'est le premier récit que connais j'ai pas. écrit dans ma vie. Je l'ai pas lu. Ça remonte à la c'est préhistoire, là. Ouais, c'est ça, parce que La fable du ta présentation, ça fait un peu ça, ça fait un peu Non, de mais préhistoire. c'est vraiment préhistorique. Hein. Vraiment, mais vraiment un truc. Il faut le cacher d'ailleurs, il faut le Et brûler. toi, là-bas, j'ai vu que... Un récit fiévreux égorgé de sueur, Kamel. Mais alors, Ah dis-moi. bah oui, tu as vu. C'est coquin tout ça. Je l'ai vu, je crois. J'ai vu ton bouquin, Barbia. Ah oui, Tahtak. Barbia, c'est vrai. Ouais, Tahtak. ouais, Ah bon, chanson tu douce vois en arabe. En arabe, chanson douce en arabe. Traduit par. Attends. Alors ça a été traduit par des Marocains, enfin ça a été Non, mais traduit c'est au- Maka Sokafi l'Arabie. Ah, d'accord, ça c'est bien. Et là, je vais le présenter à Beyrouth et à Ramallah. C'est bien. super. Ouais. Ça, c'est le film de mon ami qui là, tu type, le vois très très bien. Tu sais que j'ai participé au film. Ah ouais. Ouais, tout à fait, c'est vrai. J'ai été consultant, consulté et en même temps j'ai fait les dialogues en algérien. C'est génial. يا جعفر الوهراني عيوني ثورتنا جابت أبطال ما راح نسلم على داري 5 سنين ما عطلتش باب داري واش تقول للمراه اشتكيت هذيك الليله كي طلعت لي الجبل جاونا العسكر جبدونا في وسط الفيلاج. وراي ياسمين صرتي وراي Pourquoi ils m'ont rien dit? Parce qu'on était en guerre. Et la priorité, c'était ni ta vie ni ta famille, c'était la révolution. l'Oranais avant la guerre était mon ami et j'espère qu'il le restera. À l'avenir. À l'avenir.
Bah, c'est un film sur l'histoire. Ouais. Oui, sur l'histoire, exactement. Enfin, sur l'histoire qui tourne mal. Bah, Ouais, c'est des héros qui deviennent des apparatchiks, qui deviennent des salopards, qui se trahissent les uns les autres, qui tombent dans le cynisme dont tu Ben oui, parlais, mais c'est exactement ce et dont qui on finissent parlait. dans le meurtre. Attends, mais t'as pas raconté aussi l'histoire, comment le film a été reçu par les islamistes en Algérie? Et alors? Ah, c'était extraordinaire. Il y avait quelque chose de magnifique, c'est que les gens, enfin les islamistes, ils ont contesté le fait qu'ils filment des anciens moudjahidines, c'est-à-dire des combattants, en train de boire. Parce qu'avec une sorte de révisionnisme moralisant de l'histoire, il est dit maintenant qu'ils ne boivent pas. Ah, voilà. J'aime bien. Mais là, il a pas très, très... On va faire le truc à la... Ah oui, un selfie. Ouais, la religion du 21e siècle. Ouais, c'est vrai. Tu sais la nouvelle tendance mystique? L'univers, c'est le selfie de Dieu. D'accord. D'accord. Après, on passe à autre Ouais, chose. après, On a inventé l'instrument parfait de la solitude, c'est le bâton selfie. Ah. C'est-à-dire Oui, là, oui, tu oui, te passes c'est du reste de énorme, l'humanité c'est énorme. et tu fais ça, ça. c'est énorme. Ouais, ça, c'est J'ai énorme. Ouais. pas besoin Ça, c'est énorme. des 7 milliards qui existent. Leïla, À bientôt. enchanté. Amigo. Hugo. Ok, merci. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Je vais envoyer une photo à ma femme pour dire que je la trempe avec. Justement, dans mon livre, là, je suis allée chercher des fatwas complètement ubuesques, tu sais, complètement absurdes. Tu lis des trucs, mais c'est incroyable. Alors déjà, la sexualité, ça les obsède. Hein. Ils parlent quand même que de ça. Que de ça, oui. Que de ça, que de ça, que de ça. J'ai appelé ça le porno-islamisme. Moi, j'avais lu des trucs. Il y avait au Maroc, tu sais, le Zemzemi, là, un imam, Oui. qui avait fait une fatwa disant que tu pouvais faire l'amour avec ta femme morte jusqu'à 3 ou 4 heures après sa mort pour lui dire au revoir. Et qu'il n'y avait pas de problème à faire l'amour Wow. avec son cadavre. Ça, c'est Breaking Bad version Exactement. islamiste. Et après, il avait fait la typologie de tous les légumes que les femmes pouvaient utiliser ou ne pas utiliser pour la masturbation, puisqu'elles avaient le droit de se masturber, mais avec des carottes et pas avec je sais pas quoi. Tu sais qu'il y a des fruits qui sont interdits pour les visiteurs, pour les prisons femmes en Algérie. Ah oui, oui, ça je sais, ouais. Ça je Carottes, savais. Ouais, ouais. concombres, enfin tout ce qui peut rappeler. Mais c'est une jungle incroyable. C'est vrai que ça fait rigoler. Mais en oui, même mais temps, au moins c'est- il y a une humour absurde, quoi. Arte, j'adore Arte. Don't forget about me when you sleep, and don't forget about me when you leave, 'cause day after day this love grows, and in so many ways this love knows. Bonjour. Bonjour. Voilà, on est chez le génie. Ah, c'est lui le père de la langue française? Tu vois, ça c'est incroyable. Quand tu dis Victor Hugo, tu dis la France. Quand tu dis Charles Dickens, tu dis l'anglais. Des auteurs vrai. comme ça qui sont devenus presque l'incarnation de leur pays, Oui, ils sont devenus un patrimoine. qui sont devenus un patrimoine. C'est incroyable quand même d'être un écrivain comme ça. Donc, quand on parle de Dostoïevski, on parle de la Russie. Quoi. Oui, moi, il me fascine. Tu sais que c'est la première fois que j'y vais. C'est vrai, c'est la première fois. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les travailleurs de la mer. Ah, les Misérables, tu vois, on devrait. Ça, les Misérables, t'imagines? Tous les pays devraient avoir. Mais Dostoïevski aussi, grand écrivain de la pauvreté, grand écrivain de la misère. Les deux font entrer la misère en littérature. Et brillamment. Et brillamment. C'est très difficile d'écrire sur la misère. Le dernier jour d'un condamné, magnifique. Tu te rends compte quand même la modernité de cet homme qui a défendu Non, mais- l'Europe, qui était contre la peine de mort, qui était contre le travail des enfants à son époque. Mais en même temps, moi, ce qui me fascine, c'est son souffle. Il y a un souffle mais épique. Tu peux même Quelle pas est rêver l'éloquence, d'avoir et même le... ses discours. Ouais. Je ne absolument pas. Regarde ça comme c'est beau. 4 écrivains font don de leur encrier. Victor Hugo, Lamartine, Dumas et George Sand. Tu sais qu'il écrivait debout. Ah bon? Il écrivait toujours debout, Victor Hugo. Il disait que la souffrance physique que ça lui procurait lui donnait de la force à son écriture. Ok, c'est une grande déception pour ma carrière, moi, qui écris couché. Moi aussi, j'écris couché. Ah bon?
table sur laquelle Victor Hugo écrivait debout. D'accord. Bonjour. Bonjour. Je prends une photo avec Pardon? Je suis une fan Ah, d'accord. d'Algérie. Bah, avec plaisir, d'accord. Quelqu'un peut nous prendre une photo, s'il vous plaît? Oui, je vous la prends. Et j'aime beaucoup ce que vous parlez. Moi, je suis de la Kabylie et je partage vraiment vos idées. Parce qu'on est rentré ici en Algérie, en Kabylie surtout. Oui, ouais, ça c'est vrai. Voilà, D'accord. j'en profite un arabophone puisse avoir les mêmes idées que la Kabylie a eu depuis longtemps. Ouais. J'espère que... Nous avons été arabisés, nous sommes tous Oui, kabyles. oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. et bon Merci à vous. courage. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, elle est où, Leïla? C'est là qu'il est mort. J'aime pas l'idée de mort. Ah non, moi non plus. Tu te rends compte écrire comme ça, faire tout à la main. Ça, c'est des copies de manuscrits. Quel boulot. Tu te rends compte. Mais tu devais travailler complètement différemment à l'époque. Quand tu avais juste le papier et tout, tu raturais, que tu recommençais. Oui, mais ça devait induire une réflexion très différente. c'était exactement comme ça, le manuscrit. Quand on lit Camus, par exemple, maintenant, c'est très clair, c'est lucide, c'est transparent, c'est du beau style. Mais quand on voit le manuscrit, on voit la chair du corps qui a été travaillée, raturée, tatouée. Mais ça, c'est ce qui est dommage avec l'ordinateur. C'est qu'en Oui. fait, comme tu effaces et que tu copies, tu vois plus en fait, le palimpseste, enfin, tu vois plus Oui, le mais squelette. le manuscrit n'existe plus. N'existe plus, ouais. Tu fais comment quand tu écris? Eh ben, je fais une première version, je l'imprime en entier, je la garde. Et Ah, bah, tu ça, vois, c'est bien. au bout d'un moment, j'imprime à peu près, je sais pas, 2 fois par mois, tu vois. Et à la fin, quand le roman existe, je reviens à la toute première et je compare. Donc Tu c'est n'as pas la même sens. Moi, chose. j'arrive pas à faire ça parce que si je compare, tu sais, après je culpabilise, je refais, etc., etc. Donc je fais une première version et je commence par dégraisser. Dégraisser. Mais tu sais, ce sentiment à la fin du travail sur un manuscrit de dégoût, où tu ne peux plus le lire, tu ne peux plus supporter moi- une phrase, envie de le jeter. Moi, je n'arrive maintenant, je ne veux même pas le voir. Ah ouais, c'est C'est horrible, bon. hein, c'est horrible. Tu sais, Meursault, quand il a été publié, quand il est paru, depuis, je ne l'ai jamais relu. Et je ne pense pas que je vais le relire de ma vie. Ah mais moi c'est pareil, hein, Chanson douce, je pense que je le relirai jamais. Non mais c'est vrai que l'isolement c'est la clé. L'isolement et la concentration. Et puis je trouve que tu ressens une exaltation quand t'es vraiment dedans, tu vois. Oui, et tu Quand n'as t'es que dedans ça. ton livre, que t'as que ça, que t'es concentré, que tu penses qu'à ça, c'est extraordinaire. Moi c'est la première fois que j'ai vécu ça, je me suis dit j'ai envie de réécrire. Pas pour Juste sortir pour- des livres oui, et tout, oui, mais mais pour juste le pour connaître ressentir ça, ça, oui. pour le Je sais. ressentir. Comme une drogue, tu vois. C'est une drogue, mais en même temps, tu as l'impression de... C'est une exaltation. Mais c'était sur ta chaise. Tu es comme ça, à la fois tu voudrais faire tout calme parce que tu veux pas que ça bouge et en même temps tu as envie d'exploser, c'est incroyable. Moi, la première fois que je suis venue à Paris, où à l'époque il y avait beaucoup de camés et beaucoup de prostituées, moi j'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois. Mais j'étais petite, donc même dans les films, je l'avais jamais vu. J'ai vu les premiers travestis, enfin transsexuels, c'est les hommes qui ont de la poitrine, puis qui étaient à moitié nus, qui avaient les piqûres, de trucs. Oh, et j'ai eu une sensation, j'ai eu l'impression, tu sais, d'entrer dans un univers parallèle de misère, de détresse, de violence. Et les gens qui s'embrassent, moi ça me fascinait aussi. Et je C'était restais comme gênant ça à pour les moi, regarder. Ouais, moi je les parce que regardais. je ne savais pas comment éviter de les... Enfin, T'as pas envie de non, les regarder, mais en même temps tu les regardes. tu les regardes et tu te dis non, il ne faut pas. Ouais. Pas quand même, mais tu te retrouves à regarder. Un jour de pluie, un jour de doute, je vous ai trouvé sur ma route. Un amour fort, un amour doux, un amour plus grand que le jour. J'ai vu vos boucles noires danser sous le vent. C'est vrai, c'est ce que j'aime, moi aussi. Tu vois, les gens qui prennent possession de... C'est leur ville. Oui, c'est Et leur ville, leur fleuve et leur corps. Voilà. Tu sais pas que ce que ça me blesse en Algérie, que l'accès à l'espace public soit interdit culturellement pour les femmes et que pour nous, on nous demande toujours des autorisations. Toujours. Tu sais, là où tu vas, en Algérie actuellement, est-ce que tu as une autorisation? Et je ne fais rien. Tu te gares au bord de la mer avec ta propre femme, tu regardes le coucher de soleil, tu as les flics qui arrivent pour te dire qu'est-ce que tu fais avec elle. C'est incroyable. Ils t'humilient, mais ils te font sentir chaque moment que ce n'est pas ton pays. Tu n'es pas à toi, l'espace public. Tu passes par eux.
Et puis, c'est kafkaïen parce que à qui demande l'autorisation de tenir Mais le... tu sais que moi, quand je dis Kafka, je me dis Kafka est marocain, Kafka est algérien. C'est des stratégies de d'accaparation et de dépossession. C'est-à-dire que tu n'es pas citoyen de ce pays. Bien tu es sûr. là, tu es cantonné, etc. Et je trouve ça extraordinaire, surtout en Algérie, je ne sais pas ailleurs, comment l'administrateur, comment le hakim, le gouverneur, comment celui qui commande, reproduit les stratégies coloniales. C'est-à-dire il n'a pas d'autre modèle que celui de rejouer le colon. La police, par exemple, chez nous, elle n'est pas là pour ta sécurité, mais elle est là pour te surveiller toi comme une menace de sécurité. C'est horriblement humiliant. Puis en plus, je trouve que c'est quelque chose qui dévalorise totalement la tendresse. Tu passes un moment innocent de tendresse et on t'explique que... Parce que la tendresse mène à l'amour et l'amour mène à la sexualité. Tout de suite, il y a le rapport à la sexualité. Oui. Tu sais, même quand tu vois un bisou à la télé, on se dit « haram, c'est pas bien ». Alors que tu dis « c'est un baiser, c'est de l'amour ». Du coup, il y a une impossibilité aussi de parler d'amour. Non, c'est totalement déclassé, déprécié. Ah non, ça, je trouve ça effectivement très humiliant. Tu sais, en Algérie, il y a eu une tentative de faire ça à Alger. Un truc avec des cadenas. Ah oui. Et les journaux islamistes, Chourouk, ils ont fait une campagne, contre ça. Et depuis, ils ont brisé tous les cadenas et ça n'existe plus. Tu l'as déjà fait, accrocher un cadenas? Non, jamais. Ah si, moi j'avoue. Moi, j'ai jamais fait. J'avoue, c'était l'année dernière. En C'est plus. vrai? Ouais. Moi, j'ai jamais eu l'occasion, mais je le ferais si je pouvais. Non, avec ma femme. C'est mignon. Et elle a acheté, elle a posé sur la table et elle dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était en Allemagne. Quelle ville? Et vous avez gravé quelque chose dessus ou pas? Non, c'est juste un cadenas particulier. C'est très difficile de se trouver une place sur le truc du pont, mais on l'a fait. Et donc, quelque part en Allemagne, il y a un cadenas de Kamel Daoud Exactement. et de sa femme. Et du coup, tu vas venir à Francfort? Oui. Ah, super. Oui. Ah ouais, j'ai plein de demandes pour l'Allemagne, c'est incroyable. Si je peux me permettre un conseil, fais-le. C'est un public généreux, c'est un public attentif, c'est un public exigeant et c'est un marché incroyable. Et puis il y a beaucoup de perspectives là-bas et puis l'attention culturelle, intellectuelle, elle est puissante. Fais-le. Génial. C'est vraiment quand on sort, quand on débarque dans le marché allemand, on comprend que, comment l'expliquer, que le monde est beaucoup plus vaste, qu'il y a d'autres terres à conquérir, mais réellement. Et en termes de hiérarchie, en termes de hiérarchie de marché, les Allemands, c'est le top. Bah oui, en plus tu vois, par exemple, le Maroc, c'est quand même un pays où malheureusement on lit pas beaucoup de livres. Moi, quand je suis allée la dernière fois présenter mon livre, la veille du concours, je suis partie en plus, j'avais peur je me suis dit, oh là là, je vais prendre l'avion demain et tout. Tout le monde me disait, il faut que tu nous ramènes le prix, tu dois le ramener à la maison, tu dois le ramener. C'est comme les joueurs de foot. Tu te dis Ah, que les gens, ils ont envie, ils ont soif de culture, ils ont soif de parler, de débat. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a eu quand même quelque chose qui m'avait frappé en Algérie, c'était un énorme élan de solidarité algérienne. Tu sais, ils ont fait quelque chose qu'ils ne font plus depuis la guerre civile. Ils sont sortis manifester dans les rues, les gens, avec des pancartes, ce plan Daoud, etc. C'était un moment émouvant pour moi. Ah oui, ça devait être fabuleux, ça. J'en ai pleuré, franchement. Ah ouais. De voir des gens dehors avec des pancartes dans des endroits où j'ai jamais mis le pied, en Kabylie, etc. C'était émouvant, vraiment émouvant. C'était touchant. Non, tu vois, maintenant tout le monde me demande est-ce que tu as envie de revenir au Maroc et tout. Je crois que j'y arriverai plus aujourd'hui. Et ta vie, elle est là. Ouais, enfin, la moitié de ta vie, elle est là. Ma vie, elle est là. Et puis, je vois la façon dont j'élève mes enfants et tout. Je me verrai pas. Moi, j'arrive pas à faire le chemin inverse. J'arrive pas à me déraciner, de revenir. Mais en même temps, je pense à l'avenir des enfants, etc., à leur sécurité aussi. Et je suis partagé. Tu vois, moi, c'est un truc qui me faisait toujours de la peine quand j'étais petite. Je me disais, moi, j'habite dans un pays dont les gens veulent partir. C'est humiliant.
Parce Ouais. qu'on a l'impression d'être un idiot, d'habiter un bateau qui coule. Mais en même temps, tu as un phénomène qui est aussi, et ça c'est un phénomène politique, et j'en veux énormément en diaspora, dans nos pays ailleurs. Quand ils votent, quand ils ont le droit de voter pour des choix politiques chez nous, ils votent conservateurs, ils votent islamistes. Et maintenant, ils votent même conservateur ici. Hein. Bah oui. En même temps, quand tu vois par exemple les Turcs en Allemagne, ils ont voté pour Erdogan. Les Algériens d'ici, ils ont voté pour les islamistes. Au début, ils votaient FLN. Et c'était le cas pour le Maroc Mais oui, mais pourquoi? et pour la Tunisie. Parce qu'ils veulent garder leur tradition. C'est encore le folklorisme, comme on disait. Oui, mais... Ils pensent que ça va sauvegarder des trucs pour que quand ils reviennent, les vacances et tout, Oui, ils ça, c'est retrouvent... malhonnête. Bah, bien sûr que c'est malhonnête. Parce que là, Ils jouissent ici de la exactement, modernité, de la liberté. Et là-bas, c'est bien sûr un repli pour le folklore. Bien sûr, c'est très malhonnête. Et je me dis, les dangers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, dans n'importe quelle ville du monde. Aujourd'hui, emmener tes enfants à un concert, t'as peur. Te mettre sur une terrasse, tu vois là, imagine un fou qui débarque. C'est horrible, même si en même temps, je me dis que ça va peut-être provoquer une sorte de changement dans nos sociétés, peut-être, je sais pas, un hédonisme nouveau. On avait oublié la mort, on avait oublié le danger. Alors, je vais te dire une chose. C'est Quelles sont les terrible de dire meilleures ça, années mais- en Algérie pour nous? Je vais te dire une monstruosité. La décennie noire. Tous les Algériens que je connais m'ont dit ça. C'est terrible. Sexe, alcool et vie intense. Tu peux pas savoir. Hein. Ouais. Tu peux Ouais, pas parce que tu savoir. peux mourir demain. Oui. Et tes amis meurent. Et on était tellement conscients de ça, de ce qui était précaire, de ce qui était vif. Et après, paradoxalement, Tu la devrais paix est raconter revenue. ça. La paix est revenue, on s'ennuie. Mais moi, j'ai adoré cette ville et j'ai adoré Alger. J'ai trouvé que Alger, c'était une ville. C'était comme une ville hantée. Oui, J'avais l'impression d'une ville où marchaient des fantômes à côté de moi partout, tout le temps. Et les gens ne me parlaient qu'au passé. Je venais les interviewer et on me parlait que au temps passé. Je me suis rendu compte que on n'avait pratiquement pas utilisé le temps présent. Oui. Ce qui s'était passé pendant la colonisation, pendant la décennie noire, plein de trucs. Il n'y avait jamais de présent, jamais de futur. Ce que tu dis, c'est très vrai. Ils sont incapables de parler du présent. Incapables. La décennie noire nous a fait beaucoup de mal, tu sais. Jusqu'à maintenant. Mais ça a été d'une violence quand même. Parce que chez nous, en Algérie, quand tu arrives à des scènes atroces, bon, je le dis à table, mais je pense que tu encaisses. Oui, t'inquiète pas. Ils jettent des bébés dans des fours. Et moi, j'ai fait des couvertures de lieux où ils avaient tué femmes, hommes, enfants. J'y étais. Chiens, poules, animaux. Tout ce qui était vivant Tout ce qui vit. a été tué. Ah, monsieur, on vous attendait avec impatience. Vous êtes béni. On était vraiment dans la solitude. Les gens ne comprenaient pas. D'ailleurs, tu sais, merci. Tu sais, il y a quelque chose d'incroyable dans l'horreur. C'est qu'au-delà d'un certain seuil, les gens n'arrivent pas à la concevoir. J'ai vécu physiquement cette expérience, mais vraiment. Je suis rentré d'un lieu où il y a eu un massacre, mais horrible. Il y avait 1000 personnes qui avaient été tuées en une nuit. Quand je suis rentré à Oran, j'ai donné le chiffre. Et les gens me disaient, c'était l'horreur. 1000, c'est beaucoup quand même, je veux dire, parce que le chiffre officiel, c'est 147 ou 148. Non, il y avait 1000. Et je voyais les gens qui ne me croyaient pas, y compris ma propre rédaction. J'écris le papier, je le donne. Le lendemain, dans le journal, il titre des dizaines de morts. Putain. J'étais en tu colère. devais devenir fou. Oui, moi je venais d'un endroit où on venait d'une sorte de cratère, du non-humain. On venait de tuer 1000 personnes. C'était à 200 km, mais personne n'en parlait. J'ai écouté et je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche là. Les gens parlent de leur propre vie. À 200 km, ils ont tué 1000 personnes. Il n'y avait rien, les survivants qui ont fui. Parce que moi, quand j'ai remonté la montagne, il y avait, tu voyais le chemin de la fuite. Au début, on jetait, au début, tu trouves les objets légers. Un couscoussier, etc. Tu montes, les objets lourds, parce qu'ils se débarrassaient. Bien sûr, pour pouvoir fuir avancer. plus vite. Ils sont arrivés en bas, dans la petite vallée, ils n'avaient rien. Ni nourriture, ni... il faisait très froid, c'est le 31 décembre, t'imagines. Et j'arrive à Oran et je trouve des intellos qui parlent de menaces. Et je me lève, et c'est un truc... j'ai pleuré, j'avais de la morve, j'ai des larmes, je hurlais, j'insultais. Je disais, oh, con, voici ce qui se passe et voici ce que vous êtes. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait pour ces gens-là? Mais tu vois, ces crises où tu dis n'importe quoi... Oui, tu n'en peux plus. C'était horrible à voir d'ailleurs. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai insulté. Et après, on a honte de soi, mais en même temps, on est révolté.
10 ans après, le chef du gouvernement de l'époque qui annonce, qui dit effectivement, il y a eu 1000 morts, mais on ne pouvait pas le dire. Et je me suis promené avec ce chiffre pendant longtemps. Toujours cette phrase, on ne pouvait pas le dire, on ne peut pas le dire, ça ne se dit pas. Mais en fait, vous avez un vrai problème avec le passé, quoi, avec votre mémoire. Mais pourquoi moi j'ai été traité de tous les noms en Algérie? Parce que j'ai dit que je n'ai plus besoin de l'histoire. Et j'en ai pas... J'ai pas envie d'en parler. On n'a pas ça au Maroc, tu vois. Quand même, on peut critiquer ce qui s'est passé. Et puis, on n'a pas du tout la même histoire coloniale. Donc... Je l'ai dit une fois en Algérie, ici. Les gens sont morts pour que je sois libre et vivant. Pas pour que je sois mort et enchaîné. Et enterré. Et enterré. Donc laissez-moi vivre, Matt. Et en Algérie, c'était... j'ai brisé une orthodoxie, mais... Des articles, si tu les lis... Tu sais, ce n'est pas des critiques élaborées, c'était vraiment des appels au meurtre, mais écrits. Mais est-ce que tu as eu peur pour ta vie? Si, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour j'ai toujours peur. Tu as toujours peur? Oui. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. Il faut continuer. Comme tu le disais tout à l'heure avec justesse, le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est vivre avec cette peur-là et de donner du sens. Mais la peur, c'est un sentiment qui m'obsède. J'y pense beaucoup. Tu vois, et tout le monde me disait, par exemple, pour mon livre, les gens ne vont pas vouloir le lire parce que ça fait trop peur. Cette peur de perdre son enfance, c'est quelque chose d'horrible. Mais je dis en même temps, la peur, tu vis avec elle. Tu es juste obligé de la taire. Quand tu as des enfants, tu as toujours peur qu'il arrive quelque chose à tes enfants. Ça éclaire la vie. Mais en même temps, cette peur-là, elle est là. Et en fait, tout ce que tu fais dans la vie, c'est des choses pour ne pas penser à toutes ces peurs ancestrales qui sont en nous. Oui, et ces peurs, elles sont là. Mais la vocation de l'écriture ou de l'art, c'est justement de contrer cette peur et de la tenir à distance. C'est de tenir à distance la nuit, tout ce qui est obscur. Écrire. Et là, je ne suis ni maghrébin, ni algérien, ni du Sud, ni musulman. J'écris, je rends hommage. Here comes the time for my heart to heal the past. From now and then, there will be the good and the best. Ah voilà, on est en train de monter vers chez moi, on quitte les quartiers chics. C'est bien. Ici, c'est les quartiers de la prostitution, de la pègre. Dans les années 70-80, d'ailleurs, c'était la pègre maghrébine. Le moulin rouge. Il est où? Il est là, on voit un bout du moulin. D'accord. Ah. Tu vois? Ben, y a Justine Dizara qu'on doit rencontrer. Maintenant? Ouais, maintenant. On prend un verre avec elle? Mais je la connais pas, moi. Moi non plus. Je l'ai jamais rencontrée, mais je l'adore. J'adore sa chanson. J'adore son style. Et ma sœur s'appelle Hind. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Là-bas, tu possèdes un joli quartier. T'as vu? Ouais. Elle est bien. Ah ouais, j'adore mon quartier. C'est mélangé, c'est sympa. Voilà, c'est le quartier de mes romans. Mais tu sais pas faire un massage, Kamel? Ah, mais j'adore faire des massages. Mais je te jure. Mais moi aussi, j'adore. Mais là, c'est des massages un peu particuliers. Ah bon? Ah bah oui. Pourquoi? Bah parce qu'ici, tu sais, c'est un quartier un peu... Ah, c'est toujours Ah donc, oui. la même vocation. Toujours la même vocation. Tu vois, ça, j'adore. Me mettre comme ça et regarder à l'intérieur des appartements. Ça fait voyeur. J'adore. Tu peux imaginer plein de choses. Ça donne plein d'idées. Bonjour. Ça va? Indy Zara, Kamel Daoud. Bonsoir, ça va? Oui, ça va très bien. Tant mieux. Tu sens bon? Ah, merci. Tu sens très bon. Bah oui, tu sens très bon le muscle. Alors, c'était fait exprès, le fait d'être habillé en rose, rouge Bah et... non, mais écoute, on Non, est tous dans ces couleurs-là. Voilà, le Maghreb est en rouge. Ils vont croire que tous les Maghrébins sont habillés en rouge. Voilà, c'est ça. Mais écoute, j'écoutais beaucoup ta musique en écrivant le roman. C'est vrai? J'écoutais beaucoup tes chansons. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi, elles sont reliées, parce que c'est à cette époque-là, je les écoutais, tu vois, sur mon casque et tout.
Et donc ta musique est reliée pour moi à l'écriture de mon roman. À la période où j'ai écrit mon roman, j'écoutais tout le temps tes chansons. Je n'aurais pas pensé qu'un écrivain écoutait tout la le musique temps. pendant qu'il écrit. Je les écoutais tout le temps. Et c'est pour ça que j'avais envie de te rencontrer, pour te dire que tu m'avais accompagnée sans le savoir pendant mon roman. C'est un grand compliment pour moi. Bah écoute... Et comment ça t'est venu tout ça, tous ces trucs en même temps, la musique, la peinture? C'était dans ton éducation ou ça t'est venu par... C'est mon ouais, éducation. c'est ton éducation. C'est vraiment une famille, on a une famille de musiciens, d'artisans. J'ai grandi vraiment avec des musiciens. On avait la maison à 3 étages avec le garage en bas. Et le garage, c'était là où mes oncles se retrouvaient. Qui jouait la musique. Qui jouaient, compositeurs, Ils improvisateurs. jouaient quoi Oui, mais c'est beau parce que c'est aussi la richesse de nos pays maghrébins et tout, c'est de voir qu'il y a autre chose au-delà de l'image qu'on en a. Il y a une richesse, une multiculturalité qui est extraordinaire. Absolument, parce que quand les Marocains, certains intellectuels ont parlé de schizophrénie, j'ai dit mais pourquoi on ne parle pas de pluralité de schizophrénie? Pourquoi ça doit être Parce que nous avons des cultures qui veulent être unanimistes. Il faut qu'on soit un et tous kiff-kiff. Et tu as envie de leur dire, mais pourquoi on est obligé d'être tous kiff-kiff? Et tu sais, c'est quand tu penses la musique en mono. Oui, c'est et ça. quand elle est en stéréo, c'est oui, ça donne une ampleur quand même beaucoup plus intéressante. Une ampleur naturelle. Ah, je vais voilà peut-être bouger Kamel, mon... tu vois, en Ouais. direct, un concert. Hop là. Don't forget about me when you sleep. Don't forget about me when you leave. 'Cause day after day this love grows. And in so many ways this love knows. سواح وانا ماشي طمنوني الأسمراني عم لاقيه الغربة فيه الغربة فيه الغربة Si. Ah bravo, magnifique. Je pense, comme tu dis, c'est un juste mot de donner aussi une partie de notre culture, parce que les médias, et je vais être très dure, mais il n'y a qu'un seul angle visible de ce que nous on est. Il n'y a pas de complexité, Et ça, c'est lissé au maximum. Et ça, c'est très dangereux. Et nous devons présenter aussi, nous devons aussi partager. Il y a des choses que pour les autres cultures à découvrir chez nous. Mais bien sûr. Bah, c'est ça qu'on doit défendre. Et effectivement, tu vois, les médias, souvent occidentaux, par exemple, ils nous voient, ils ont l'impression que toi, comme moi, déjà, au Maroc, il y a ça. Et puis après, non mais vous êtes exceptionnels, vous êtes différentes, il n'y a que... Tu dis, mais non, il y en a plein de gens comme nous. Mais effectivement, il n'y a qu'un angle de vue, on ne voit ces pays-là que d'un seul angle, d'un côté comme de l'autre. Je pense que l'Afrique, elle a... Je vais dire, c'est ce que je pense profondément. L'Afrique, toutes ses richesses sont au sous-sol. Il n'y a pas un autre continent qui est aussi riche au niveau du sous-sol. Dans la philosophie africaine, c'est les ancêtres qui comptent. En fait, toute la richesse de l'Afrique est souvent cachée. Il faut aller la chercher. Il faut aller essayer de la voir. De l'extraire. Exactement. يميك سميك أفوس حفوس وين دوينو إيران فتو يميك سميك أفوس حفوس وين دوينو إيران فتو I will take the train, leave the sun for the rain and come downtown, town, town and come downtown, town, town. I'll spend money and time, lose friends and cry. Voilà, là on arrive à Pigalle. T'as voulu voir Vesoul, on a vu Vesoul. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir ta mère, on a vu ton frère. T'as voulu voir, on a vu ta sœur. Ah, Jacques Brel. Qu'est-ce que je l'adore. Non, mais il a des textes qui sont indépassables. Les vieux amants, par exemple. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. C'est indépassable. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a 3 textes qui sont indépassables pour le moment. C'est Mon Marquise, doux, mon tendre, Mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Oh mon amour. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube De claire. l'aube claire jusqu'à la fin. Ça reste intemporel. Je Ah oui, t'aime mais c'est- encore, tu sais. Je
je t'aime. Bien sûr, il y a eu des Bien orages. sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage. Ton bagage. Mille fois je pris mon envol. Mais qu'est-ce que c'est beau cette image. Voilà. Mais chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau. Tu vois, il n'a pas besoin de dire on n'a pas eu d'enfant. Non, non, non. Dans cette chambre sans berceau. Des éclats, Là, des vieilles tempêtes. Et puis, il y a là, c'est la Rien suite. ne ressemblait à rien. Non, mais tu as perdu le goût de... J'avais perdu le goût de l'eau et toi celui de la conquête. Ça, c'est pour moi, c'est extraordinaire. Oh mon Dieu. C'est trop beau. Mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin. Ah voilà Montmartre, le plus beau quartier de Paris pour moi. Je t'aime. Tous tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Ça, c'est très beau, regarde. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Puis quelques amants. Il faut bien que le corps exulte. Il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Je viens de fêter mon anniversaire sans conscience. Être vieux sans être adulte. Mon tendre, mon merveilleux